à tous sur Santé Résilience. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui va être assez vaste. On va le faire en plusieurs épisodes. On va traiter tout ce qui est lié à l'encrassement cellulaire, à l'état inflammatoire, je dirais, chronique. Voilà, tout ce qui est lié à la pollution, je dirais, interne du corps. On va essayer un petit peu rapidement de voir un peu les conséquences, si vous êtes concerné ou pas, comment ça se passe, comment le corps gère ça. Et après, dans un autre épisode, on approfondira un petit peu plus la façon du corps à gérer tous ces intrants, à gérer tous ces déchets, toutes ces toxines, et notamment avec le fonctionnement du foie. Donc là, dans une première vidéo, j'aimerais juste vous présenter un petit peu les deux, euh, les deux types de déchets, les deux types de toxiques qui seraient susceptibles de venir causer un encrassement de l'organisme sur le long terme. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a deux types de déchets, les plus importants. On a les déchets endogènes. Les déchets endogènes, en fait, c'est ceux qui sont liés au fonctionnement métabolique de base, au fonctionnement cellulaire basal. C'est-à-dire que la cellule, elle a besoin de macronutriments pour fonctionner, glucides, protéines, lipides. Plus tout ce qui est vitamines, oligo-éléments, etc., enzymes, etc. Donc en fait, cette manière qu'elle a pour synthétiser, oxyder, consommer euh, tous, ces, tous ces apports, en fait, ces apports nutritionnels, automatiquement, elle va rejeter des déchets, qu'on appelle des déchets métaboliques. Ces déchets métaboliques vont être rejetés dans le milieu interstitiel. Donc le milieu interstitiel, c'est le milieu extérieur de la cellule. Le milieu intracellulaire, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Le milieu extracellulaire, c'est ce qu'il y a à l'extérieur. Ce milieu extracellulaire ou interstitiel, liquide interstitiel, qu'on appelle aussi, est souvent basé sur un corps gras, plutôt lymphatique. On serait plus sur de la lymphe, en fait. Et en fait, cette lymphe, qui est un lieu d'échange, va ensuite véhiculer ces éléments, ces déchets, vers les émonctoires, via le sang et les émonctoires. Via le sang vers les émonctoires. Donc les émonctoires, je fais un petit rappel, on a le foie en première ligne, qui n'est pas totalement un émonctoire, on y reviendra sur la deuxième vidéo. On a voilà, les reins, les intestins, les poumons, la peau. Donc on a 5 émonctoires principaux. Okay, ça c'est facile à comprendre pour tout le monde. Donc en fait, toutes ces toxines endogènes, tous ces déchets métaboliques, le corps va devoir les emmener vers le milieu extracellulaire, puis vers les émonctoires pour les éliminer. Si une cellule fonctionne bien, jusqu'ici tout va bien, pas de problème. Donc ces déchets-là, il faut quand même qu'elle puisse les gérer. On va parler maintenant des déchets exogènes, les déchets qui seraient des polluants externes qui viendraient de l'extérieur et qui n'auraient rien à faire dans l'organisme, qui ne sont pas indispensables aux fonctions vitales de l'organisme. Donc on va en passer quelques-uns. Alors vous allez voir, il y en a quelques-uns, mais ils sont quand même pas des moindres. Alors on a tout ce qui est pollution chimique, de par notre alimentation, donc liée je dirais au système agricole, l'agroalimentaire, les pesticides, les PFAS, les polluants, les nitrates, tout ce que vous voulez. Donc tout cela, on se le prend. Donc ça fait partie des toxines exogènes que le corps doit gérer. Puisque de toute façon, ils sont dans notre alimentation, le corps doit les gérer. On a les perturbateurs endocriniens. Donc eux sont présents de manière assez commune quand même, ils sont présents un peu partout. Alors pour ces perturbateurs endocriniens, je vous envoie vers un ouvrage qui est exceptionnel, qui est le livre de Corinne Lalo. Vraiment super. Elle a fait un travail énorme sur les perturbateurs et leurs effets sur la santé, notamment sur les glandes endocrines, qui sont, je le rappelle rapidement, les glandes endocrines, c'est les glandes qui produisent des hormones, les surrénales, les ovaires, les testicules, la prostate, la thyroïde, etc., l'hypothalamus, etc. Toutes ces glandes-là sont impactées par les perturbateurs endocriniens que l'on trouve où en grande quantité dans les produits de cosmétiques. Oui, je vous l'assure. Ensuite, on a tout ce qui est métaux lourds. On a les produits, tout ce qui est excitant, le café, l'alcool, les drogues. Voilà. Tous ces produits-là vont venir apporter ce qu'on appelle des déchets exogènes, des toxines exogènes que le corps va devoir gérer. Ensuite, on a tout ce qui est... Ah oui, donc ça c'est important aussi, c'est tous les sous-produits générés par la synthèse de certains aliments. Notamment, je pense à la viande. C'est pas qu'il faut pas manger de viande, c'est qu'il faut savoir qu'est-ce que crée la viande lorsqu'elle est ingérée, en fait. La viande va produire beaucoup d'acides, beaucoup de déchets azotés,
que le corps va transformer en urée. S'il peut les éliminer, c'est très bien. S'il ne peut pas, il va devoir les stocker quelque part. Et c'est ça le problème. Ensuite, on a tout ce qui est céréales. Les sucres consommés, surtout de mauvaise qualité, consommés en grande quantité, vont produire ce qu'on appelle les protéines de Maillard. En fait, Maillard, c'est un chercheur, 1912, qui a découvert ça. Il a découvert ce qu'on appelle la glycation, ou les protéines glyquées. En fait, c'est à partir de 37 degrés, les protéines se lient au sucre et créent une sorte de sous-produit qui ne peut être géré par l'organisme, qui ne peut être digéré. Du moins, si l'organisme n'en a pas les capacités, il ne peut pas le faire. S'il en a les capacités, c'est très bien. Mais sur le long terme, je dirais que dans notre mode de vie, dans notre état sociétal aujourd'hui, hélas, nos organismes sont de moins en moins en capacité de gérer ces protéines glyquées. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va les stocker. Il va les stocker où? Dans des petits recoins, comme notamment les micro-artères, les artérioles, dans les tissus comme les articulations, les vaisseaux sanguins. Donc c'est de là souvent qu'on en arrive à avoir de l'arthrose précoce. L'arthrose précoce, l'arthrose tout court, l'arthrose précoce est en fait une altération des vaisseaux sanguins qui ne sont plus capables de nourrir les cartilages. Donc là, on n'est pas sur l'usure. Il peut y avoir de l'usure, c'est sûr, mais c'est aussi et surtout de la glycation. Ces protéines glyquées vont être stockées dans les vaisseaux et les vaisseaux vont se cristalliser en fait. Donc il va y avoir un cartilage qui va tout doucement s'affaiblir. Voilà. Donc un os qui va s'user. Donc en fait, cette glycation va toucher toutes les protéines du corps, et notamment l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est ce qui transporte l'oxygène dans le sang, voilà, jusqu'à la cellule. Donc ça va automatiquement toucher le système cardiovasculaire et entraîner potentiellement des maladies neurodégénératives. Ensuite, on a tout ce qui est produits animaux, c'est-à-dire que les animaux d'élevage aujourd'hui, on le sait tous, consomment énormément de produits chimiques de par leur alimentation, de par l'herbe qu'ils mangent, de par les produits qu'on leur donne. Alors je dis l'herbe qu'ils mangent, pardon. Je pense surtout notamment à l'ensilage. Les vaches allaitantes aujourd'hui sont nourries à l'ensilage. Voilà, si vous creusez un petit peu, on sait que la vache Holstein, la noire et blanche, le lait est le moins digeste pour l'organisme. Et en plus de ça, elles sont nourries à l'ensilage. À 6-7 ans, leur foie il est complètement fusillé. Vous buvez ce lait derrière. Vous buvez ce lait qui est gavé de toxines. Alors aussi, on a les traitements aux antibiotiques. C'est pas rien, quoi. Donc tout ça, notre corps, il va devoir le gérer. Ça fait partie des toxines exogènes que notre corps doit gérer. Et s'il n'y arrive pas, eh ben, il va bien falloir qu'il en fasse quelque chose. Il va les stocker, très souvent. Ensuite, on a le tableau des associations alimentaires. Alors, pour pas trop rentrer dans les détails, dans les associations alimentaires, on en a une qui est particulièrement, je dirais, compliquée pour l'organisme dans sa manière à le digérer. C'est le fait d'associer protéines et féculents. Quand vous associez ces deux-là, on est sur deux fonctionnements de digestion complètement différentes. C'est-à-dire que les féculents vont avoir besoin d'un pH entre 7 et 8 pour être digérés, que les protéines vont avoir besoin d'un pH entre 1,5, 2, voire 3. À 4, la digestion des protéines s'arrête quasiment. À 5, il n'y a plus. Ça veut dire que si vous mangez des protéines d'abord, le pH de l'estomac descend jusqu'à 1,5. Les féculents arrivent. On a le bon poulet frites, le bon poulet riz, poulet frites. Les féculents arrivent en deuxième. Donc là, le corps doit faire remonter le pH pour digérer ce qui est en train d'arriver. Le corps traite toujours ce qui est en train d'arriver. Donc il va mettre de côté la digestion des protéines. Peut-être il pourra la reprendre plus tard, mais ça va donner une digestion qui va durer 4, 5, 6 heures. Donc tout ce qui est somnolence après repas, douleur, ça peut être reflux, tout ça. Une digestion qui est lourde, qui est lente, ça peut être généré par des mauvaises digestions liées à des mauvaises associations alimentaires. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on mettrait ces associations alimentaires dans l'accumulation, je dirais, de produits exogènes, de toxines exogènes? Tout simplement parce que automatiquement, ça va générer un encombrement sur le plan digestif. Donc des digestions à répétition qui ne sont pas terminées, pas achevées. On va avoir une stagnation d'acide à l'intérieur du système digestif et notamment des intestins, de l'acidité qui stagne, des bactéries qui se développent en trop grand nombre pour pouvoir venir tamponner et manger et se nourrir de ces déchets qui sont en trop grande quantité, de la dysbiose, de l'inflammation chronique sur le long terme. Donc ça, c'est vraiment pour résumer tout ce qui est lié aux associations alimentaires. Je vous en ai donné qu'une, mais il y en a beaucoup d'autres. Sur mon site internet, voilà, vous pouvez approfondir un peu plus.
Donc, quelles seraient les conséquences je dirais, de ces mauvaises digestions répétées? C'est important, je pense, de le dire. Fatigue chronique, porosité intestinale, et oui, porosité intestinale, pourquoi? Parce que quand on a un mélange comme ça qui n'est pas digéré, on va avoir une augmentation des bactéries qui doivent venir nettoyer tout ça, et pas forcément les meilleures. Elles doivent faire leur travail, donc on va avoir une augmentation, d'où le ballonnement, hein, souvent, très souvent, il y a des gens qui ballonnent, donc on appelle ça la dysbiose. C'est ce déséquilibre du microbiote, cette augmentation de bactéries liée à des fermentations ou des putréfactions. Fermentation glucides, putréfaction protéines. Euh, donc on peut avoir les deux, là du coup sur un tableau comme ça on peut avoir les deux. Donc en fait cet environnement-là qui stagne à l'intérieur des intestins va créer une inflammation sourde sur le long terme. Cette inflammation va tout doucement altérer les parois des intestins et venir, je dirais, dégrader les villosités, les jonctions serrées entre les villosités de la paroi intestinale, et venir laisser passer tout doucement des choses qui ne devraient pas passer. Donc, baisse du système immunitaire, puisque l'intestin est à 70% responsable de la production de l'immunité totale du corps. Derrière, voilà, allergie. Alors, allergie, ça peut être alimentaire, mais ça peut être aussi pollen, acarien, etc. Pourquoi? Parce que on fait pas souvent le rapport, on fait jamais le rapport une allergie au pollen et l'état intestinal, mais en fait, ça a un lien complètement direct, puisque les intestins sont à 70% responsables de l'immunité globale du corps. Donc, automatiquement, euh, on va avoir un développement des allergies. Glycémie instable aussi, maladie cardio. Tout ça lié à l'inflammation qui est stagnante ici dans les intestins. Il y a le feu dans les intestins en fait. Ok, mais tout ça c'est imperceptible, c'est invisible, donc ça se sent pas forcément. En fait, ça crée un état d'intoxication permanent qui va nécessiter une activité constante de certains systèmes de régulation du corps, de régulation du milieu intérieur, puisque le corps doit maintenir je dirais le milieu homéostasique sur certaines fourchettes, comme par exemple la glycémie. La glycémie, c'est le taux de glucides dans le sang doit rester dans une fourchette bien spécifique, on appelle ça l'homéostasie. Donc le corps fait face à ça en faisant appel à ses capacités d'adaptation au niveau de la régulation de ces différents milieux en fait. Donc ça va demander beaucoup de travail. Alors ensuite, on a aussi toutes les maladies, je dirais tout l'encrassement qui est lié aux polluants. Donc on a vu tout ce qui est agricole, les métaux lourds aussi, les métaux lourds sont partout. Vous pouvez aller voir sur mon site internet, j'en parle beaucoup. Les cosmétiques, perturbateurs endocriniens, mais pas que. Et l'eau. Voilà, on a un apport de pollution énorme par l'eau. L'eau, pourquoi? Pareil, sur mon site internet, j'en parle beaucoup, rapidement, deux mots. On a ce qu'on appelle les PFAS, qui sont aujourd'hui très médiatisés. Et en fait, c'est que les agriculteurs balancent des PFAS dans leurs pesticides, en même temps que leurs pesticides, tout simplement pour que le pesticide puisse rester au contact de la plante beaucoup plus longtemps, puisque le PFAS a cette particularité d'éloigner l'eau. Donc quand il pleut, le pesticide n'est pas emmené dans les sols et ensuite lessivé. Le pesticide va pouvoir rester plus longtemps sur la plante parce que le PFAS va éloigner l'eau en fait. Voilà, tout simplement. Les tonnes de PFAS qui sont déversées dans les champs sur la France entière sont faramineux. Et le problème, c'est que du coup, on se les bouffe, tous ces PFAS là. Donc, quand on regarde les travaux de Loïc Salé, qui est le créateur du filtre d'eau Amilo, voilà, j'en profite juste pour faire un petite pub. Voilà, non, c'est pas une pub, c'est juste que voilà, je suis très contente de cette création-là parce que je me suis équipée de son système de filtration. Après avoir étudié le sujet, là, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Vraiment, il faut faire quelque chose. Donc voilà, là, on a vu tout ça. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, hein, c'est que l'encrassement cellulaire ou émonctariel, forcément, est lié d'une part à l'arrivée de ces déchets-là, mais aussi d'autre part à l'état de votre système nerveux. Et là, j'aimerais appuyer fortement sur une notion que dans le milieu hygiéniste, on aborde très fréquemment, mais dans le milieu médical, non. Dans le milieu nutritionniste, non plus, ou très peu. C'est en fait cette notion de capacité vitale à traiter l'élimination. C'est-à-dire, je m'explique. Je reviens sur mon histoire de la chaudière. Vous avez une chaudière,
J'aime bien cette image. Vous avez une chaudière, vous avez des intrants. Ces intrants-là, elle doit les brûler. Enfin, on va prendre l'histoire du granulé, du poêle à granules, par exemple. On va prendre l'exemple du poêle à granules. Le poêle à granules, vous avez des intrants, des granulés. La chaudière, elle a un rôle de combustion, donc elle va venir brûler ces granulés, et elle va produire des déchets. Donc c'est exactement ce que fait la cellule. Elle va produire des déchets. Elle va produire des cendres, elle va produire de la fumée. Mais à côté, elle va produire de l'énergie qui est la chaleur. Pour faire ça, il va lui falloir de la force, il va lui falloir une certaine puissance, il va lui falloir une certaine vitalité. Et d'où vient cette puissance? Elle vient du courant électrique. Et bien pour le corps, c'est la même chose. Pour la cellule, c'est la même chose. Pour le fonctionnement global, c'est la même chose. Pour chaque glande endocrine, pour chaque production de sucre digestif, pour la circulation du sang, pour les rythmes de battement de votre cœur, pour le fonctionnement de la thyroïde, pour tout, pour l'élimination, pour la circulation de la lymphe, pour tout, il y a cette chose-là, cette notion-là, qui est hyper importante, c'est la base de tout. Mais en fait, c'est l'état du système nerveux, et c'est le système nerveux qui vient gérer tout ça. Donc, si vous avez d'un côté une grosse quantité de toxines qui arrivent, de par les associations alimentaires mauvaises, de par un environnement pollué, et à côté de ça, vous avez un système nerveux dans les choux, là, vous pouvez être sûr que vous allez droit ou à l'encrassement. Voilà. Donc, c'est bien d'en prendre conscience, de pouvoir comprendre un petit peu comment ça fonctionne. C'est que notre mode de vie aujourd'hui fait qu'on a un état, l'état de notre système nerveux s'épuise en prenant de l'âge. Mais c'est pas forcément une fatalité, puisque c'est un environnement. Et l'environnement extérieur, on a la main dessus. Faut arrêter de croire qu'on n'a pas la main dessus, on l'a. La nourriture, la qualité de la nourriture que vous allez chercher, vous avez la main dessus. Euh, vos fonctions nerveuses, vous avez la main dessus de manière moins directe, mais vous l'avez tout simplement en vous octroyant des moments de repos. Et le repos, aujourd'hui dans notre société, est vu comme, est mis dans la case de faible. Je m'octroie du repos, je suis faible. Non. Le système nerveux a besoin de répit et de repos. Si vous voulez commencer à aller vers la récupération, à améliorer votre fonctionnement métabolique, votre fonctionnement cellulaire, vos fonctions éliminatives, allez vers le repos et alléger les charges toxiniques exogènes. Donc, dans une prochaine vidéo, on va se centrer davantage sur comment sont gérés les déchets à l'intérieur de l'organisme, en fait. Il y a une usine qui est énormissime, qui est fabuleuse, qu'on appelle le foie. Donc ce foie est traité comme un émonctoire, mais il n'a pas de voie de sortie directement vers l'extérieur. En fait, cette usine, c'est une sorte d'usine de collecte qui va venir retraiter plusieurs fois les déchets de l'organisme, les synthétiser, les neutraliser. Il va fabriquer des hormones, il va fabriquer des acides aminés, etc. Le foie a un rôle énorme dans beaucoup de choses. Le foie remplit environ 500 fonctions. Voilà, juste pour vous dire l'importance du foie. Donc, on a fini pour cette vidéo aujourd'hui, qui était une première partie, et on se retrouve pour la deuxième vidéo sur le rôle du foie dans la gestion de l'encrassement cellulaire, dans la gestion des toxines. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt, merci, salut.